Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité, ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie ? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier, nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Selon Christophe Dejour, médecin, psychiatre et psychanalyste, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Et pour les artistes, où seraient les points de bascule qui font qu'un artiste peut réellement s'épanouir et surtout peut durer ? Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Le Gouefflex, romancier, scénariste de BD, musicien et bien d'autres choses encore. Autrefois prof de français, Arnaud a mis quelques années avant de pouvoir vivre exclusivement, pleinement et décemment de son travail d'artiste. Nous allons revenir sur ce trajet, en explorer les raisons, les modalités, les joies, mais aussi lui restituer les exigences, les contraintes et les aléas qui en font partie. Alors, d'une manière exceptionnelle, aujourd'hui, on commence par un morceau donc, de Arnaud Le Gouefflex. Te l'ai mis de côté. J'ai mis à gauche une part du gâteau, ta part du magot. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Ouvre l'œil, tends la feuille. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Ouvre l'œil, garde un œil ouvert. Garde un œil dessus. Garde un œil ouvert. Garde un œil dessus. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc, merci d'être venu à Radio U parler boulot. Donc alors peut-être d'abord un commentaire sur ce morceau de musique qui est de vous. Hein. C'est un extrait d'un disque qui est sorti en 2020 qui s'appelait L'Orage. C'est le dernier album de rock que j'ai fait, quoi. Avec Régis Boulard à la batterie, Thomas Poli au clavier, Olivier Mélano aux guitares et John Trapp à la basse. Voilà. D'accord, on entend un son un peu gros son. Ouais. On a l'impression qu'il y a 4 guitares, non, il n'y en a que 2 là. Il y en a plusieurs superposés, ouais. Ah oui. Ouais, mais c'est un album qui s'appelle L'Orage, donc il y a un parti pris orage, quoi, dans le son. Oui. On l'entend. Rider on the Storm. Absolument. Ok, ouais. Et donc vous êtes musicien, scénariste de BD, romancier. Vous participez aussi à la diffusion de musique dans le cadre d'un festival invisible. Comment vous vous présentez quand vous vous présentez professionnellement ? Pour faire simple, je dis aux gens que je suis auteur, comme ça, ça simplifie un peu
Ouais. Parce que sinon, ça devient une sorte d'inventaire qui n'a aucun sens, quoi. Donc, Ah oui, ça ferait notice Wikipédia. ça fait notice Wikipédia, donc je dis que je suis auteur, et puis que j'écris quand on me demande après de préciser, je dis que j'écris des chansons, des romans et des scénarios de BD. Enfin, j'écris différentes choses, mais je suis auteur à la base. Bon, après, on détaille si on veut, mais c'est bien de pouvoir... Oui, ramasser un peu tout ça. Ouais, ramasser, Et d'ailleurs, le point de départ, c'est être auteur. C'était le plaisir d'écrire. Bah oui, puis d'ailleurs, c'est L'envie. mon activité principale, quelque part, être auteur, quoi. C'est l'écriture qui guide la manœuvre, quoi. Et même en tant que musicien, il y a des paroles d'auteur. Ouais, moi je suis arrivé finalement à faire de la musique par la chanson, donc je me suis mis à me saisir d'un instrument pour composer une chanson parce que j'avais envie d'écrire des chansons. Ça a commencé comme ça, même si je passe quand même pas mal de temps, surtout en ce moment, à faire de la musique instrumentale. C'est des chansons, mais sans paroles, quoi. Mais bon, ça vient de là aussi, quand même. D'accord. On va commencer. Ce qui est intéressant, enfin pour moi dans cette émission, c'est la genèse. Comment on fait un boulot, le boulot là de romancier, scénariste, musicien. Et donc, ce qui est intéressant surtout, c'est d'où vient l'idée déjà d'écrire au départ. C'est l'écriture, d'écrire des textes de chansons, d'écrire un roman, d'écrire des scénarios de BD. Et alors, d'où ça vient et les points de bascule pour en faire un métier qui permet de rémunérer pour pouvoir tout simplement le faire. La première chose, c'est de lire des livres, c'est-à-dire que je suis tombé sur des livres jeunes, enfants, quoi. Et je me disais, en les lisant, ça me fascinait, je me disais, qui c'est qui a écrit ça? Il y a bien quelqu'un pour écrire les livres. Donc déjà, j'avais envie, moi aussi, d'écrire des histoires. Enfant, derrière un livre, Je voulais écrire un bouquin, moi. En fait, c'est l'espèce d'instinct qui fait que quand on lit un livre, on a envie d'en faire un, quoi. On a envie de faire aussi, quoi. Donc on imagine l'auteur, déjà. On imagine en tout cas, on se pose la question de savoir qui fait ça, et on n'a aucune idée, évidemment, de ce que ça peut être en termes de profession éventuelle ou autre activité. Et la deuxième chose, c'est Belmondo, quoi. Oui, voilà. Donc le film Le Magnifique, c'est un écrivain qui s'imagine autre chose de ce qu'il est dans son histoire, enfin dans l'histoire qu'il est en train d'écrire en fait. Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est un film qu'on voyait à la télé tous les ans, je pense que ça passait sur le soir, et donc c'est la première fois que je voyais dans un film quelqu'un qui exerçait la profession d'écrivain. Belmondo jouait un rôle de double dans le film, donc il jouait à la fois le rôle de l'écrivain puis le rôle de son héros. Et ils sont diamétralement opposés, quoi. C'est le contraste qui fait rire, parce que lui, il a une vie miteuse, et son héros, c'est une espèce de James Bond à la gomme. Voilà. C'est super Belmondo. Ouais. Super Belmondo, mais moi, ça me plaisait, ça me fascinait vraiment. C'est pas tant le super Belmondo qui me fascinait que le type qui est dans son espace perso, dans son appartement, derrière sa machine à écrire, et dont le travail est d'écrire. Et j'étais vachement marqué par le fait qu'il y ait une panne de machine à écrire à un moment. Et que donc, il n'a pas de sous. Donc, il appelle son éditeur pour demander une avance, pour aller s'acheter une autre machine à écrire. Et ça me fascinait, parce qu'il y avait vraiment les contingences d'un métier. Et je me voyais tout à fait, déjà gamin, je me voyais tout à fait faire ça comme métier, quoi. C'est-à-dire comme activité. C'est vrai. Ouais. Et ça a donné lieu déjà à une première écriture. Oui, j'ai commencé à écrire à cette époque-là, avec une machine à écrire vachement moins bien que celle de Belmondo, mais... À quoi, 14 ans, 15 ans avant, 11, 12 ans. C'est vrai. Ouais, dès que je suis arrivé au collège, j'ai essayé. Hein, je n'ai pas dit que j'ai... on commence beaucoup de trucs, mais je voulais écrire des romans de science-fiction. J'en ai écrit un, pas totalement fini. Et puis voilà, donc j'ai essayé, quoi, en fait. D'accord, de faire ouais. ça. Mais ouais. Et alors, donc là, un film, enfin l'envie de se poser des questions, qui est l'auteur, moi aussi je peux peut-être faire ça. Et les premières concrétisations, c'est-à-dire les premières véritables tentatives d'écrire soit une chanson, soit un texte, et d'imaginer en faire un travail rémunérateur. Ce qui se passe, c'est qu'après j'essaie d'écrire des romans, tout au long de mes années collège surtout, parce qu'au lycée on a autre chose à faire que d'écrire des romans, on est occupé à... Au collège aussi, normalement, mais oui. Ouais, au collège aussi, mais disons que j'étais plus dans ma bulle, on va dire, à cette époque-là, et j'essayais d'écrire des histoires, vraiment, j'allais à la bibliothèque, je lisais des BD, enfin, j'étais vraiment là-dedans, je voulais faire un travail autour de ça, je savais pas trop encore par quelle boule prendre, et puis
Et puis les concrétisations, après, c'est au bout d'un moment se faire la réflexion, surtout quand on arrive au lycée, par contre, de se dire, mais en fait, il y a un côté un peu pas super glamour dans dans l'écriture du roman, et comment être un petit peu dans le coup, quoi, et puis je me suis dit, mais en fait, il faut quelqu'un pour écrire les paroles des chansons aussi, il faut quelqu'un pour écrire les bulles dans les BD, enfin pour écrire les dialogues. Dans le même temps, voilà. vous avez appréhendé les trois fronts, hein? Ouais, en même temps, ouais, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, les modèles d'écrivains qu'on nous présentait, c'était des gens d'avant la BD, d'avant le rock, d'avant la guerre, en fait. On étudiait que des auteurs d'avant la guerre. Oui, même voilà. Parfois encore avant. Voire encore avant. Et du coup, je me disais, mais non, en fait, en fait, c'est l'exemple du guitariste, quoi. C'est-à-dire, je pensais à ça, un type qui joue de la guitare, il peut accompagner une chanteuse, il peut jouer dans un big band, il peut faire du jazz avec un quatuor, il peut jouer dans un groupe de rock, en fait, il peut décliner son instrument de plein de manières différentes. C'est toujours le même instrument, c'est toujours sa patte. Donc, je me suis dit que c'était un bon passeport pour se balader d'un genre à l'autre, et qu'on pouvait. C'est quoi votre instrument ? À l'époque, je ne jouais pas d'instrument. En plus, ouais. C'était vraiment l'écriture, quoi, qui me paraissait être une sorte de guitare, entre guillemets, de moyen de passer d'un genre à l'autre. Ah d'accord, ouais. J'ai appris la guitare plus tard, mais... Donc imaginez l'activité d'écrivain comme un véhicule qui... absolument, comme un passeport, une sorte de sésame. Ouais. Qu'une guitare, on l'imagine bien, pour écrire, il faut de la confiance. Ouais, bon, je pense qu'on est tous un mélange de confiance et de manque de confiance. On a tous des points où on a confiance et des points où on n'a pas confiance. Et moi aussi, j'ai ma dose de manque de confiance sur plein de sujets. Mais à un moment, on essaie de faire avec ses points forts, comme on dit. Et donc, moi, j'ai essayé de croire à ça. C'était une sorte de planche de salut, de croire que je pouvais en faire quelque chose et raconter des histoires. Voilà. Là-dessus, vous avez une phrase qui m'a plu. Il faut croire à ses rêves, mais il ne faut pas se croire dans un rêve. Exactement, oui. C'est-à-dire, il faut agir, ouais. Et ouais, mon atout dans la vie, il est là, il n'est pas ailleurs. C'est ce que vous pensiez. Oui, parce que moi, le coup de fouet, c'est la vie professionnelle, quoi. C'est-à-dire que quand on rentre dans la vie professionnelle, moi, ça a été ça a été un déclic, quoi. Justement, à ce moment-là, c'est important parce que à 21 ans, vous avez le CAPES de prof de français, ouais. Et vous travaillez immédiatement. Ouais. Or, moi, pour mes 20 ans, en tout cas, ceux qui voulaient être artistes, ils fuyaient plutôt le boulot. Ça, je comprends. Ouais. Vous avez été travailler. C'est peut-être finalement ce qui a permis de donner l'énergie pour faire le reste à côté, contrairement à ce qu'on peut croire, peut-être spontanément. Doute, ouais. Je voulais m'émanciper, je voulais gagner ma vie et pas dépendre de mes parents. Ouais, voilà, c'est ça. C'était aussi simple que ça. Puis bon, voilà, j'avais ce souhait-là, quoi. Puis je voulais aller de l'avant. Et puis je pouvais faire ce travail. Je pouvais être enseignant de français. Ça m'intéressait. Ça me dérangeait pas d'être devant des élèves et de leur apprendre quelque chose. J'aime bien faire ça. En collège, lycée? Collège. En collège, ouais. Il y a des gens qui ont un peu peur du collège parce que c'est un âge, l'adolescence, tout ça. C'est pas comme tout boulot, c'est pas forcément facile, mais il y a des trucs qu'on peut faire, des trucs qu'on peut pas faire. Ça dépend il y a des métiers qu'on peut exercer, d'autres qu'on peut pas exercer. Oui. Il y a des choses que j'aurais jamais pu faire. J'aurais pas été capable de travailler dans une entreprise privée, par exemple, je pense pas. Mais ça, je pouvais le faire. Bon, donc je l'ai fait. Donc le métier d'enseignant, c'est beaucoup plus de travail que les gens pensent en général. Il y a un nombre d'heures en cours, mais il y a beaucoup de préparation. Ouais. Est-ce que ça laisse le temps et ça vous a laissé le temps de développer à côté de ça ce que vous vouliez Je me suis fait la réflexion instantanément que si je voulais pas me faire dévorer par la vie professionnelle, il fallait que je me discipline et que je me croie pas dans un rêve, justement, quoi. Ah oui, discipline, autodiscipline. Voilà, donc je me suis mis à être ultra efficace. Par exemple, quand on prépare un cours, il vaut mieux essayer de le préparer en un temps donné que de l'effilocher parce que sinon ça grignote tout le reste. Donc voilà, je me suis construit des cellules temporelles, on va dire, pour faire ça, pour corriger, pour que tout ça puisse me laisser le temps d'écrire. Et même pour l'écriture, finalement, ça obligeait à être efficace. Et quand j'avais 2 heures de trou, par exemple, je me rappelle, j'avais 2 heures de trou dans mon emploi du temps le mardi midi, et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse un certain nombre de pages tous les mardis midi. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup de discipline. Ouais, voilà, je fais ça, et puis au début, j'y arrivais pas, évidemment, et puis après, je faisais des trucs pas terribles, évidemment.
Mais au bout d'un moment, j'ai appris à faire en sorte que quelque part, ça travaille déjà avant dans la tête, inconsciemment en tout cas. Oui. Qui fait que quand on est devant la feuille et qu'on doit appuyer sur le bouton, ça part tout de suite. Donc on accumule aussi de la frustration, parce qu'on ne peut pas écrire. Ouais. Et il faut savoir dealer avec la frustration, parce que la frustration, c'est un excellent carburant. Quand on est bien frustré de ne pas avoir pu écrire, on écrit, quoi. Voilà. Oui, il faut bien se connaître. Ouais. Utiliser la frustration positivement. Il faut l'utiliser positivement, évidemment. Utiliser l'euphorie positivement. Mais pour apprendre à se connaître, je pense que ça prend vachement de temps, quoi, quand même. Oui. Voilà. Mais justement, le temps, puisque maintenant, là, on est après l'histoire, donc vous avez été enseignant à plein temps, donc c'est pas rien, je le répète, hein, les profs ont des vacances, mais ils n'ont pas que ça. 12 ans à plein temps. 12 ans à plein temps, oui. Après 8 ans à mi-temps, et puis après, peut-être un congé sans solde, enfin bon, une petite prudence. Une dispo pendant 3 ans, ouais. Une dispo, ouais. Peut-être le point de bascule, déjà pour passer à mi-temps. Moi, c'était mon projet. Hein. Donc, toujours, mon projet, c'était de gagner ma vie. Oui, mais vous avez mis 12 ans à prendre cette décision très importante. Le point de bascule, c'est le fait de commencer à gagner des sous. Oui. C'est un bon point de bascule. C'est sûr. Mais il n'est pas assuré. C'est pas un CDI, encore une fois. Ah non, il n'est pas assuré du tout. Mais après, ce qui est pas mal quand on a exercé une profession de fonctionnaire, par exemple, comme c'était mon cas, c'est qu'on pouvait essayer de négocier une quotité horaire réduite. Et donc, on avait quand même la capacité de revenir ensuite à plein temps si on était dans la merde, quoi, en gros. C'est ça. On a les fers. On a 2 fers au feu. C'est ça. Donc ça, c'était aussi... Je trouvais que c'était intéressant voilà. Donc j'étais voir la principale de mon collège à l'époque et je lui ai demandé à mi-temps. Elle a accepté sans difficulté. Elle a accepté sans difficulté, oui. J'avais demandé suffisamment en temps et en heure pour qu'elle puisse... C'est ça, il faut respecter les procédures. Voilà, que ça puisse pas emmerder qui que ce soit. Et puis... Et c'est quoi alors quels sont les premiers revenus, le premier argent qui est rentré par ces métiers d'écrivain et de musicien? C'est la bande dessinée parce que tout ce que j'ai pu éventuellement, tout c'est un bien grand mot, mais l'argent qu'on pouvait gagner en faisant des concerts, par exemple, j'en faisais depuis longtemps, c'était en général reversé pour la cause, c'est-à-dire que c'était pas dans une logique professionnelle. On réinvestissait pour payer les disques, pour payer du matériel, etc., pour financer une vie associative. Mais quand j'ai signé mon premier contrat de bande dessinée, j'ai eu une avance sur droit très modeste, mais quand même, c'était quand même des revenus. Et j'ai basculé à ce moment-là sur une quotité partielle. Parce que le premier roman que vous avez écrit, donc, il s'appelle Basile, j'ai oublié le deuxième nom. Basile et Massu. Basile et Massu, ouais, donc c'est l'histoire... je vais pas la raconter, mais ça se passe pas mal dans les bars, je trouve. Vous avez mis 10 ans à l'écrire, c'est ce que vous m'avez dit? J'ai mis 10 ans parce que je l'ai écrit une première fois et que je l'ai réécrit une deuxième fois. Il y a eu quelques années entre les deux d'ailleurs. D'accord. Et il a rapporté 300 €. C'était l'avance sur droit. Ouais, et après, il n'y a eu aucun argent de versé à la vente? Si. Quand même il y a eu un peu après. Ouais, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. L'éditeur était super honnête, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là, mais bon, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Voilà, c'est des chiffres de vente. J'ai dû en vendre 1500 exemplaires, ce qui est beaucoup, je trouve, mais sur quelques années, quoi. Donc voilà. Il est resté en rayon, ça c'est bien, parce que maintenant, je crois que les livres restent beaucoup moins en rayon. Hein. C'était un éditeur nantais qui s'appelait L'Escarbille, qui publiait que des premiers romans, mais qui travaillait vraiment ses romans. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer eux au début, quoi. D'accord. Donc on voit, et scénariste BD, moi je pensais que les gens dans la BD c'était dur aussi, qui travaillaient beaucoup et pour gagner pas beaucoup. C'est dur. Hein. Là, quand je parle de sous, c'est un tout petit peu de sous qui comblait un peu à peine l'équivalent de... Enfin, j'ai quand même pris aussi un risque financier, c'est-à-dire que l'idée c'était aussi de prendre du temps et pour en signer un deuxième derrière et que peut-être tout ça finirait par, quoi. Donc, c'est ça, mais entre-temps vous avez compris que c'est là que vous devez être, c'est plaisant, c'est excitant, et de l'autre côté, on peut quand même, malgré tout, gagner un peu ou plus d'argent. Ouais. On peut, ouais. Et après, il y a une deuxième bascule, c'est carrément vous quittez le métier d'enseignant, donc là il faut vivre de sa musique. Là, j'ai pas arrêté, il faut dire, pendant toutes ces années. Hein. C'était quasiment acharné, et plus ça allait sur la fin, plus c'était acharné, donc ça devenait invivable en termes de temps, quoi.
en termes d'énergie, en termes de... Entre-temps, vous avez eu des enfants, peut-être? J'ai eu des enfants et Ouais. faut s'en occuper. Ça prend du temps. C'est pas le tout. certain, ouais. En fait, j'ai aussi supprimé de ma vie tout ce qui était loisir, la télévision, par exemple. J'ai pu regarder la télévision du tout pendant une D'accord, dizaine d'années. Je crois pas avoir regardé un film aussi pendant quelques années. C'était Ah oui, quand oui, même oui, oui. assez violent, quoi. Comme C'est rythme. pas stressant, ça? Non, je sais pas, je me découvrais en fait, je sais pas, une envie de me battre, quoi. Oui, Donc, guerrier, quoi. ouais, complètement. Ouais, Mais guerrier qui veut y aller, ouais. je voulais vraiment en découdre, quoi. Donc j'ai fait des choix, mais par contre j'ai maintenu évidemment une vie de famille sans Normale, ouais, tout à fait normale. Ça pour moi c'était capital, mais tout ce qui était, je me suis dit que tout ce qui n'était pas nécessaire devait disparaître de l'emploi Ah ouais, du temps. c'est, Ouais. ouais, le mot c'est guerrier, j'en vois pas d'autre. Ouais. On peut parler peut-être maintenant, alors plus précisément du travail, mais vous faites au moins 3 boulots, donc on va peut-être parler d'abord, je sais pas, de l'écriture par exemple. Comment ça se passe la journée de quelqu'un qui a pour mission d'écrire plus ou moins régulièrement quand même des romans? Vous en avez publié 6, je crois. 7. 7, c'est énorme. Plus des BD, et là il y a beaucoup plus. Ouais. Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi la journée? Une journée comme aujourd'hui, par exemple, j'écris le matin. Donc j'emmène ma fille à l'école et ensuite j'écris jusqu'à ce qu'il faille manger. C'est les horaires de bureau, hein, mais Oui. et l'après-midi, je peux plus écrire vraiment parce que je suis un peu cramé. Enfin, en termes de, on peut pas tirer sans arrêt sur le. Sinon, au bout d'un moment, on le regrette le lendemain. Oui, Donc, oui. Ça se suppose en plus de vivre presque comme un moine. Enfin, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'on peut l'imaginer. C'est un peu comme tous les boulots finalement. Si on donne trop une journée, le lendemain, on est un peu cramé. Non, mais il y a des écrivains qui parlent de je sais pas moi, de fulgurance. Kerouac dit qu'il a écrit sur la route en 3 semaines. Bon. Après, c'était un type d'écrivain comme ça, quoi. Kerouac, c'était un type à fulgurance, et puis il s'est complètement cramé la tronche assez vite aussi. Hein. C'est vrai, il est mort jeune. Ouais. Il accompagnait ça aussi de libations diverses et de tonnes de camel à fumer. Donc voilà, Et vous, modestement, on prend les horaires des fonctionnaires, on conduit sa fille à l'école, après on travaille, quand on mange, on s'arrête et on reprend le lendemain. Ouais, c'est une question de se discipliner aussi. Et puis quand je me couche le soir, je réfléchis à ce que je vais écrire le lendemain. Et quand je me lève, du coup, ça... Mais c'est assez permanent quand même, ouais. Après, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups. Hein. Des fois, c'est vraiment pas terrible, c'est pas super productif comme on aurait voulu. Des fois, ça marche super bien, ça dépend des jours, quoi. J'ai lu quelques livres, je peux témoigner que ça marche souvent bien, mais je connais pas le travail qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça. C'est que c'est des fois un peu frustrant, mais et l'après-midi, je fais autre chose. Là, par exemple, je suis avec vous. Ouais. Mais demain, je vais faire des mails. Par exemple, j'ai pas mal de choses à gérer. Donc j'ai prévu d'y consacrer l'après-midi de demain. J'essaie de me faire un emploi du temps, quoi. Un artiste a forcément énormément de contacts, énormément parce qu'il faut vendre, il faut des gens autour de vous. Il faut développer un réseau de gens qui peuvent soit vous faire travailler, soit à qui vous pouvez collaborer, soit, etc. Là, la transition est toute trouvée. Là, le collectif... Pour écrire, il n'y a pas vraiment de collectif, si. Non, c'est un travail solitaire, ça. Ouais. Sauf en BD, peut-être. Alors, en BD, c'est pas un travail solitaire. Non, c'est à deux, ouais. Parce que quand on est un couple scénariste-dessinateur, on a une interaction. Ouais. Et on a même une interaction en général avec un éditeur. Enfin, moi, en tout cas, tout ce que j'ai connu en matière de BD, c'était toujours... il y avait toujours un éditeur dans l'équation. Alors que dans le roman, pas du tout, quoi. J'ai toujours écrit mes romans... c'est un projet d'édition. C'est déjà un projet d'édition. On se lance pas si c'est pas un projet d'édition. Ça dépend. Ça dépend des gens. Mais personnellement, je sais que je peux pas courir non plus 3 lièvres à la fois. Donc, je travaille déjà sur des romans, je dirais, à corps perdu. Ouais, c'est ça. Et je m'occupe de l'éditeur que quand j'ai fini mon roman. Donc, pour la bande dessinée, je travaille sur des projets qu'on a réussi à proposer, qu'on puisse séduire un éditeur. Donc, on sait qu'on travaille pas pour rien, quoi. Et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser. Oui, mais comment le premier, comment ça se passe pour la première comment vous avez obtenu votre premier scénario pour une première BD? Au départ, il y a le premier roman, parce que parce qu'en fait, c'est ça qui m'a ouvert les portes de la suite. J'ai été acheter un annuaire des éditeurs bretons et Loire-Atlantique à Dialogue Librairie, parce que j'avais écrit mon premier roman, et j'ai regardé qu'est-ce qui existait, et j'ai posté. Ça a commencé comme ça, et donc après, j'ai eu une réponse 1 an après de l'Escarbille, l'éditeur nantais, et donc ça a été le coup de chance finalement. C'est-à-dire qu'après, il y a une bascule qui fait qu'on a déjà publié quelque chose, et puis après, quand qu'on commence à publier, évidemment, juste après, il y a un effet
de dépression post-première publication, où on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à republier. C'est très difficile, surtout avec un éditeur qui publie que des premiers romans. Mais ce premier roman, il a été lu par un dessinateur de BD qui s'appelle Aubion, qui est brestois. Et un jour, j'ai rencontré Aubion et il me dit, tiens, j'ai lu ton roman, peut-être que tu voudrais écrire un scénario. Alors moi, je lui ai dit, ben écoute, je sais pas comment m'y prendre pour écrire un scénario. Et en même temps, j'avais lu beaucoup de BD gamins, c'était quand même ma culture. Et j'ai rencontré ensuite Chris, qui travaille avec Aubion, qui est un scénariste brestois. Oui, qui lui est très connu comme dessinateur. Il a écrit les Tuniques Bleues, c'est ça? Ben là, il a repris le scénario des Tuniques Bleues, ouais. Ah, c'est lui qui... D'accord, je ne comprenais pas bien là. Oui, il a repris, ouais. Mais ça veut dire qu'on lui fait confiance. Hein. Ah oui, de toute façon, c'est un super professionnel et un grand scénariste. Et donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé il m'a vachement encouragé. Il m'a dit, mais si, tu peux y arriver et je vais te donner un cours. Il m'a donné un cours de scénario. Et c'est quoi alors ce cours de scénario? Parce que l'autre jour, on en a parlé, mais je trouvais ça... Ça a duré 1 heure, il est venu chez moi, il m'a montré une page de scénario, il m'a dit, voilà comment je découpe, voilà comment je présente, voilà comment... Ah oui, c'est la façon dont on présente son travail. Exactement, comment présenter le travail. Et aussi comprendre que c'est intéressant de découper quelque chose en termes de narration BD et que c'est différent d'une suite dialoguée comme on peut le faire dans un roman ou dans une pièce de théâtre. Donc il vous a appris à faire un document qui n'est pas un scénario, mais qui est une façon d'annoncer à un éditeur un scénario à venir? Non, c'était pas trop le dossier de présentation de l'éditeur, c'est plutôt la page quand on donne une page à un dessinateur de BD, lui, il m'a montré comment lui, il faisait. Ah oui, d'accord, comment collaborer avec En fait, c'est un genre à part entière, enfin, c'est une forme, quoi. Ouais. Il m'a montré une forme, case 1, case 2, qu'est-ce qu'il fallait décrire, comment présenter la chose. Et d'accord. En fait, ça a été, il y a eu un avant et un après. Ouais. Ce qui vous a permis d'entrer votre écriture là-dedans, dans une forme bien qui était compréhensible. Absolument, tout à fait. D'accord. Et on a fait une première bande dessinée avec Aubion, qui a fini par être signée. Après plusieurs échecs avec différents projets, on a fini par signer un projet. Et ça a été le début des relations avec les éditeurs de BD. Du coup, au CV, enfin, c'est plus un CV, là, c'est une présentation de soi, en fait. Voilà, on annonce, je sais faire ça aussi. En tout cas, ça m'intéresse aussi. Ouais. Je reviens sur les éditeurs pour Basile et Massu. Donc, c'était modestement une liste d'éditeurs bretons. Ouais, c'est un bouquin annuaire des éditeurs bretons de Loire-Atlantique. Et donc, comme un pauvre moine qui copie, vous avez pris vous avez pris les noms, vous avez regardé les spécialités, puis vous avez envoyé vos... Ouais, j'étais aidé par ma femme qui avait un peu plus de recul que moi, parce que moi j'avais le nez dans le guidon de mon roman. Oui. Et elle me disait, tiens, tu devrais envoyer là. C'est elle qui a eu l'idée d'envoyer à... Parce qu'elle aurait pu vous conseiller Flammarion, Gallimard... Oui, on aurait pu, mais à cette époque-là, je voyais pas trop des choses comme ça, et je cherchais modestement, entre guillemets, un éditeur... Vous avez bien fait, apparemment, ouais. Ça dépend, je pense que des fois c'est bien aussi. chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas... Chacun fait comme il peut, ouais. Oui, alors les compétences pour écrire un scénario de BD, c'est plus comme un scénario de film, c'est par rapport à un roman? J'ai jamais écrit de scénario de film, donc je peux pas trop en parler, mais par contre je sais que la BD c'est une question de rythme, la narration en BD. Oui. C'est une question de rythme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décrit. En fait, mettons qu'on ait 4 cases à remplir et qu'on ait un personnage à faire rentrer dans un immeuble et il faut qu'il arrive en haut de l'escalier à la fin. Est-ce qu'on le montre ouvrant la porte de l'immeuble ou mettant le pied sur la première marche? Qu'est-ce qu'on montre en fait? Et du coup, qu'est-ce qu'on montre pas? Donc c'est un rythme. C'est qui découpe? C'est plutôt le dessinateur ou... Ça dépend des projets. Moi, ça dépend des scénaristes, je veux dire, et des couples de scénaristes-dessinateurs. Moi, je découpe. Je découpe pas en dessinant. Je fais pas un storyboard, mais je fais un storyboard écrit. Je dis voilà ce qui se passe dans la case. Et ensuite, le dessinateur, s'il a une meilleure idée, on peut discuter, parce que des fois, effectivement, il voit des choses que le scénariste voit pas. Mais en général, ça se passe à peu près comme c'est prévu dans le scénario. Puis des fois, on fait des ajustements ensemble. D'accord. Et qu'est-ce qui vous dit à un moment, ça c'est pour un roman et pour un scénario, ça c'est valable, ça c'est pas valable? Enfin, qu'un scénario, vous discutez avec quelqu'un, donc c'est un peu plus facile. Mais quand on est seul face à un roman, à un moment, on décide de l'envoyer. Ouais, en fait, c'est très difficile. Hein. Ce qui est bien avec le scénario de BD tel que je racontais, là, c'est qu'il y a l'éditeur, il y a le dessinateur, donc il y a d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui peuvent dire là t'es à côté de tes pompes, ou là c'est pas bien, etc. Et c'est finalement très utile.
Et quand on écrit un roman, on est vite confronté à soi-même, on peut être piégé par son propre ego, on peut se planter complètement. Si on n'a pas d'éditeur en face ou qu'on n'a aucun interlocuteur, donc on peut vite devenir complètement... Est-ce que vous avez des premiers lecteurs Ben là, je suis en train d'écrire un roman, par exemple, depuis quelques années, et j'ai 3 lecteurs. 3 lecteurs? Mais c'est la première fois que je procède comme ça. Mais je pense que l'expérience du scénario de BD m'a amené à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, c'est bien d'avoir quelqu'un qui juge et qui émet des réserves éventuellement, et que ça peut pas faire de mal. Le problème, c'est que vous êtes obligé donc de lui montrer des brouillons ou des choses, un stade. Ouais. Après, il peut se lasser, lui, peut-être de l'écriture si vous lui montrez quelque chose qui n'est pas abouti. Et il peut perdre sa virginité pour un texte plus abouti. C'est etc. pour ça qu'il faut bien choisir les lecteurs en question. Quoi. Sûrement. Prendre des gens qui ont envie de faire ça, qui manifestent des gens en qui on a confiance aussi. Enfin, oui, c'est sûr. Et qui ont bien conscience qu'ils sont en train de regarder un truc en train de se faire et qui est forcément est imparfait. Et puis du coup, on n'est plus tout seul, ça c'est énorme. Ouais. Bah moi, ça m'aide vachement là en ce moment. Hein. Oui. Par exemple. Ouais. Et on peut devenir fou avec un livre à écrire, je crois. On peut devenir complètement fou. Ouais. Il faut le savoir. Ouais. Et pour la musique, alors la musique c'est plus festif, plus joyeux, plus collectif forcément. Comment ça se passe l'écriture d'une chanson, celle qu'on a écoutée tout à l'heure, donc de l'orage Moi j'ai appris à jouer de la guitare. Je sais pas, je vais être en terminale ou quelque chose comme ça, de manière très sommaire, hein, pour faire du rock'n'roll, voire du punk, quoi. Et le punk c'était sommaire, mais bon. À 3 accords, quoi. Et en enchaînant 3 accords sur une guitare, je me suis rendu compte que je pouvais caler un texte en français dessus. Ah oui. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, je peux faire des chansons, et j'ai essayé d'en faire. Et j'en ai fait plus ou moins réussi, plus ou moins abouti. Et vous les avez testés dans un bar, dans la rue, à la fête de la musique Au début, non. Et j'en ai joué une à des copains un soir, très timidement. Voilà. Et puis petit à petit, j'ai commencé à essayer de faire des maquettes qui étaient vraiment pas terribles. Après, j'ai monté un groupe avec un chanteur. J'ai rencontré un gars qui voulait chanter. Il savait pas forcément chanter, mais il avait envie de le faire, ce qui est comme 90% du boulot. C'est quelle année ça ? 95. Ah oui. J'ai déjà joué dans un groupe brestois où j'étais guitariste rythmique, quoi. Je jouais la guitare. Et là, je voulais faire un truc de chanson avec ce chanteur. Donc, on a commencé à se produire avec une guitare, une voix dans les bars du Nord Finistère, Port-Salle. Oui, je vois. Ouais. Et ensuite, on s'est développé, on est devenu un groupe, on a commencé à jouer partout. On a fait 2 albums ensemble. Et le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, ça n'avait rien de sommaire, la nappe de guitare là, d'introduction. On étoffe, quoi. En plus, il y a Olivier Mélano là-dedans, qui est un musicien assez connu et très fort. Enfin. Ah oui, c'est un super musicien, c'est moins qu'on puisse dire. Enfin, ils sont tous formidables. Hein, c'est le disque dont je suis le plus fier, parce que j'ai réussi à motiver vraiment des gens exceptionnels, je trouve, autour du disque. Il n'y a que des super musiciens. C'est vrai. J'ai vachement de satisfaction à bosser avec eux. Comment l'expliquer ? Pourquoi ils se sont intéressés à vous c'est des relations de long terme. On se connaît depuis longtemps. Olivier Mélano, je l'ai rencontré quand on faisait les premières parties de Miossec aux Hespérides avec mon premier groupe. Et à l'époque, il était tout jeune violoniste et il jouait dans le groupe de Miossec. On s'est rencontrés comme ça la première fois. D'accord. Ouais. Donc ça amène la dimension collective. Pour faire de la musique, il y a les musiciens, il y a un chanteur qui écrit des textes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire tourner un groupe de musique ? Il y a la question de l'enregistrement qui est fondamentale. Ah oui. Et pendant longtemps, les gens faisaient un groupe, puis après ils rentraient dans un studio et ils faisaient un disque. Et dans les années 90, ça a un peu changé, ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir accès, nous, musiciens, à du matériel d'enregistrement sommaire, des magnétophones 4 pistes à cassette, où on pouvait superposer soi-même une guitare, une voix. Et on peut faire une maquette avec ça ? On pouvait bricoler des petites maquettes. Et moi, dès que j'ai mis la main sur ce truc-là, j'ai commencé à enregistrer des cassettes aussi expérimentales, beaucoup, et puis des choses autour de la chanson aussi. Et j'ai toujours un petit studio à la maison. C'est pas là qu'on a enregistré l'orage, par exemple. On l'a fait dans un vrai studio, mais moi j'ai toujours un peu de quoi enregistrer, et ça a changé aussi le rapport à la pratique musicale, parce que ça évite de mettre entre les mains de l'ingénieur du son les choix artistiques, quoi. Oui, même s'il y en a qui ont des trucs à dire, hein, c'est pas la question, mais c'est aussi c'est important de pas se faire voler son propos, quoi. Donc c'est bien de savoir, d'avoir mis un peu la main à la pâte de l'enregistrement, d'avoir pratiqué un peu, même si on n'est pas
On n'est pas un ingénieur du son. Ça permet quand même de savoir ce qu'on veut, quoi. Oui, l'autre jour, on a interviewé ici un musicien aussi, un jeune homme de, je sais pas, 24 ans. Et c'est pareil, il enregistre tout chez lui. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, en plus... Et le matériel le permet maintenant, vraiment. le matériel permet de faire un travail professionnel à la maison, ouais. Et ça change la conception du collectif et de la création. Ouais. Absolument, ouais. Nous, j'ai beaucoup travaillé avec John Trapp, par exemple, qui est un musicien qui vit dans les monts d'arrêt. On s'envoyait des fichiers, par exemple. D'accord. Et on travaillait à distance, mais ça fonctionne très bien maintenant. Mais ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant l'avènement de l'Internet et avant l'avènement d'une certaine forme de technologie, quoi, qui a un côté démocratique quand même. C'est vrai, ouais, y compris. C'est vrai aussi pour la photo, tout ça, même si un photographe professionnel fera toujours une différence, mais on peut, sur un simple ordi, avoir un studio. Ouais, c'est assez fabuleux pour ceux qui veulent faire ça, ouais. Peut-être, je vais revenir sur l'écriture, moi, c'est un peu en désordre. À partir d'un passage d'un livre qui s'appelle Les 12 travails, alors, c'est pas travaux, c'est travail, donc on va comprendre pourquoi, d'Hercule. Donc, rapidement on dit, c'est l'histoire d'un quelqu'un qui est dyslexique, vraiment dyslexique, ça y confond les mots, etc. Et qui est très charmant, en fait, qui est très généreux et très costaud. Il s'appelle Hercule, et il soulève des pianos. Il va aider les vieux dans les maisons de retraite, etc., etc. Et l'écriture, c'est lui qui se raconte, l'écriture, c'est quelqu'un qui est dyslexique. Peut-être on peut lire juste un passage et après parler de la façon d'écrire ce texte qui est tout, à mon avis, sauf évident. Je vais essayer de lire ça sans mes lunettes, mais je vais y arriver. Alors, Joseph y pense à la mort. Ça lui pend au nez, remarque, comme les trompes à celui des éléphants. Mais quand j'essaie de le rassurer, il devient mauvais et il ricane. Après la mort, il n'y a rien. Peau de zob, on n'existe plus. Tout de même, que je lui dis en levant les yeux et les mains, il y en a qui croivent. Peau de zob, qui dit encore plus fort, comme si ça le piquait quelque part. Moi, je ne suis pas si pythagorique. On n'en sait rien de ce qui se passe après. Personne n'en est jamais revenu pour expliquer. La seule chose dont on soit sûr, paraît-il, c'est qu'on meurt pour de bon. Mort un jour, mort toujours. Le genre de voyage sans retour, encore que quand on parle de voyage, ça signifie en général qu'on va quelque part. La vérité, c'est que je ne croive pas à la mort. J'ai un doute qu'on s'évapore comme ça, et puis, bouf, tirer les rideaux. Même à la mort de maman, j'y ai pas cru. J'ai fait comme tout le monde et secoué le cocotier devant le cercueil et tout et tout. Je voulais vexer personne. Mais je l'aurais croisé à la sortie du cimetière avec son vieux panier à roulettes qui fait gling-gling, que j'aurais trouvé ça tout à fait normal. La mort, c'est une histoire à dormir d'un bout. De l'autre, il y a la naissance. Pas clair non plus. J'ai jamais cru à cette histoire de pouf, on apparaît comme ça, on est des cellules. Les cellules, on peut tripatouiller toute la journée dedans avec des gants blancs, ça restera jamais qu'un tas de cellules. Ça explique pas d'où on vient. Une personne, c'est autre chose que des machins scientifiques qu'on examine au macroscope. C'est quelqu'un. Oui, alors donc là on entend déjà pas mal, on entend quelqu'un qui parle et celui qui parle, il est dans l'histoire, on le voit, il est pris un peu pour un idiot par certains parce qu'il est dyslexique notamment. Et en même temps là en 2 pages, il nous fait de la philosophie, de la science, de la théologie presque. Et ça marche. Enfin moi ça m'a beaucoup plu. J'ai même pensé quand on fait les comparaisons, on se trompe toujours. En même temps, ça dit quelque chose. J'ai pensé, moi, aux 2 premiers livres de Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, à propos de prendre un texte qui, a priori, est conçu de façon linéaire, mais là, de le déstructurer et au fur et à mesure du travail, faire apparaître une vie, une façon de parler, un style, et produire quelqu'un qui, a priori, est illettré puisqu'il est dyslexique et qui dit des choses fantastiques, qui dit des choses très, très fortes. Quelles sont les couches les couches successives de boulot, d'acharnement tout seul le matin pour faire ça. Ou alors c'est peut-être du grand plaisir, je sais pas, mais comment ça se passe, ouais. Ouais, j'étais beaucoup inspiré par certains élèves. Parce que oui, c'était le métier de prof qui donne quelque chose. Ouais. Parce que quand vous corrigez des copies, parfois il y a des élèves dyslexiques qui font qui se trompent sur un mot, ce genre de choses. Enfin, c'est courant, c'est très, très répandu. Et parfois, il y a une certaine beauté dans ce qui se produit, quoi. Il y a des choses drôles ou des choses étonnantes ou touchantes, quoi. Donc ça m'a toujours intéressé, en fait.
Ah, d'accord, ouais. Donc c'était un intérêt. Après, il faut les trouver, par exemple, à la place de catégorique, pythagorique. Sauf que pythagorique dit mieux que catégorique, en fait. Ouais. Bah après, c'est beaucoup de réécriture, quoi. C'est un bouquin que j'ai beaucoup réécrit. Ah oui, vous mettez en situation, et puis, au fur et à mesure, les phrases viennent différemment. Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, c'est trop, alors je simplifie. Ah oui, ça peut être trop aussi. Ça peut être trop, ouais. Parce qu'il n'y en a pas trop, justement. Non, c'était ça l'écueil, d'en mettre trop et que ce soit juste des pirouettes. On y croit, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, juste des pirouettes. Ça aurait été dommage, ouais. Et c'est pas le cas du tout, ouais. Merci. Quand même, il est à la bibliothèque. Moi, j'ai été chercher à la bibliothèque. Cobb Braze, l'éditeur, les 12 travaux, les 12 travails d'Hercule. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi Basile. Il y a des polars. Bon. Ah oui, peut-être un mot sur votre univers, parce que j'ai l'impression que vous aimez le burlesque. J'ai lu un autre roman de vous où c'est des gens, ils sont tellement timides qu'ils disparaissent, on ne les voit plus. Et ils forment une société à part de gens qui ont disparu. Et en BD, vous allez encore plus loin, je trouve. C'est d'où ça vient, qu'est-ce que c'est peut-être un plaisir d'abord à s'amuser comme ça. Oui, je sais pas, c'est aussi la somme des choses qu'on a lues ou qu'on a... Il y a des tas de choses, des choses qu'on a vues à la télé, des choses qu'on a lues dans les BD. Et puis, j'aime bien tout ce qui est un peu... j'aime bien les destins de personnages, d'individus, quoi. Oui, on sent ça aussi. J'aime bien ça, ouais. J'aime bien les gens qui... J'aime bien les gens qui sont un peu en marge. J'aime bien aussi le principe de la pensée magique. J'aime bien l'idée de tout ce qui est un peu croyance à 2 francs 50. D'accord, ouais, ça s'entend. Ouais. Tout ça, le premier livre, ça se passait dans les bars, donc il peut y avoir des brèves de comptoir. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des individus toujours assez simples. Ouais. Vous mettez pas en scène la Silicon Valley ou... Non, c'est-à-dire que il y a un goût aussi pour le roman policier. Moi, j'ai beaucoup lu. Oui. J'ai lu Léo Mallet quand j'étais plus jeune, ça m'a vachement marqué. Donc il y a aussi un goût pour les gens du peuple, on va dire. C'est ça, du côté du peuple. Ouais. Du côté du peuple, ouais, absolument. Et en matière de musique, d'ailleurs, vous avez écrit aussi en BD, c'est une histoire du rock alternatif où il y a, je sais pas, Kevin Coyne, qui a été connu, mais qui à la fin quand même assombré un peu disparu. Colette Magny, je me souviens aussi. Il y en a d'autres encore. C'est un goût pour le parallèle un peu là. Ouais, c'est la fascination pour tout ce qui est underground de toute façon déjà. C'est l'espèce de fantasme de gens qui sont cachés ou de mondes qui sont pas forcément... comme ce monde est un petit peu difficile à vivre, je trouve, j'ai tendance à aimer les gens qui vivent pas dedans ou qui essaient de s'en protéger, quoi. Vous cherchez la poésie de ces gens-là, ouais. Ouais, c'est... Moi j'aime bien aussi, ouais. Mais du coup, la transition, ça va être brutal puisqu'on va parler du modèle économique. Ah oui, c'est... Comment... Alors, on va parler argent et ça me semble important. L'argent, c'est ni sale ni propre, c'est nécessaire. Et il y a plusieurs modèles. Il y a les commerçants, il y a les fonctionnaires qui connaissent leur salaire 40 ans plus tard. Et puis il y a les artistes, peut-être qu'au début, qui rêvent de fortune et puis qu'après, quand ils affrontent le boulot, ils voient bien que c'est pas comme ça en claquant du doigt. Donc, comment on vit on a déjà vu, vous commencez à produire, il y a des romans qui rapportent 300 balles, puis un peu plus. La BD, pour vous, ça va un peu mieux. Il y a la musique qui permet peut-être d'accéder au statut d'intermittent, qui est une espèce de petit filet aussi. Comment on vit quand on fait de la BD, du roman et de la musique on met pas tous ses œufs dans le même panier, on essaie de faire plusieurs choses. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, oui, il y a des activités spectacles, on va dire, et puis il y a des activités droit d'auteur. Mais là, vous parlez, on pourrait entendre de deux façons. Soit, moi, je diversifie mes produits comme un commerçant, mais c'est pas ça du tout, en fait. Non, c'est votre intérêt qui vous amène sur 3 activités. Non, il y a des choses que je fais qui ne me ramènent... qui me ramène rien, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Par exemple, je travaille sur un roman depuis 5-6 ans et je ne sais pas du tout si j'arriverai à le faire publier. Donc, je suis bien obligé d'y consacrer un peu de temps et c'est du temps où je gagne rien. Donc, il y a des activités qui sont plus ou moins rémunératrices, mais c'est pas ça qui détermine l'intérêt que je peux porter à l'activité, quoi. Oui, bien sûr. Mais j'essaye de pas faire de choses qui me déplaisent, quoi. Je fais que des choses qui me plaisent et j'essaye de garder cette ligne. Même si ça m'arrive de répondre à des commandes en bande dessinée, si je sens que je peux le faire et que je peux y mettre quelque chose, m'exprimer d'une manière ou d'une autre, je le fais. Si je sens que je peux pas le faire ou que ça va
ça provoque rien chez moi, je le fais pas. Oui, vous avez fait une bande dessinée aussi sur Nina Simone, sur Tati. Moi, Tati, ça renvoie un peu à l'absurde. Tati, c'était une commande, hein, mais C'était une commande. C'était une On commande. est venu vous chercher. Mais ils sont venus me chercher parce qu'ils cherchaient justement un scénariste pour faire Tati, et le directeur de collection a dit à l'autre directeur de collection, mais il faut absolument proposer ça à Arnaud, ça va lui plaire. Et en fait, de fait, j'ai dit oui tout de suite, parce que ça me plaisait. Mais on m'aurait demandé de faire, je sais pas quel autre cinéaste, j'aurais peut-être dit non, quoi. Voilà. Il a fallu quelques BD avant, alors, pour que déjà qu'on vous reconnaisse et qu'on sache trouver votre numéro de téléphone. Ouais. J'ai la chance d'avoir rencontré aussi un éditeur de BD chez Glénat, là, qui s'appelle Franck Marguin. On s'est rencontrés un jour, et plus j'y pense avec le temps, plus je me dis que c'était quand même une rencontre absolument décisive. Enfin, je le sais depuis quelques temps, parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a permis de faire un certain nombre de choses sans m'obliger à faire d'autres choses, quoi. Ça a été un espace de liberté, et je suis très content. Quand on commence à essayer de faire des choses, des fois on rencontre des personnes qui sont des personnes ressources ou des alliés, quoi, qui vous ouvrent des portes. Ça arrive, c'est pas tous les jours par contre. Mais non, ça j'imagine bien, ouais. En fait, il vous a utilisé comme je sais pas, Miles Davis peut utiliser des grands musiciens de jazz en lui disant fais un peu ce que tu veux, ça sera que mieux, quoi. Avec Franck Marguin, des fois je lui propose des projets et puis il dit oui. Des fois il dit non, ça dépend. Et puis des fois c'est lui qui m'appelle pour me proposer des projets. Donc on a une relation comme ça, Super, hein. et c'est une relation de confiance qui s'est construite vraiment sur le temps, quoi. C'est une grande maison, c'est Glénat, ils vendent beaucoup de livres. C'est une grande maison, et je les connais bien maintenant, mais il y a différents éditeurs chez Glénat, en fait. Et lui, il s'occupe d'une collection. D'accord. Il a un certain nombre de livres dont il s'occupe, mais il ne s'occupe pas de tout. Parce que le monde de l'édition, ça peut être plus requin, moins sympathique aussi. Oui, sans doute. Il y a des très mauvaises expériences. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ce type d'expérience, en fait. Mais c'est vrai, hein, honnêtement, enfin, quoique, puisque j'ai eu une relation, on a eu un épisode très difficile avec Casterman, avec notre première BD, Aubion et moi. Ah oui. Puisqu'il y avait une erreur d'impression, on a eu une relation très dure, on a fait un procès. Enfin, ça a été. Ah d'accord. Ça a commencé comme ça, donc si vous voulez, c'est. Pour commencer dans la BD, c'est se mettre mal à Casterman. C'était commencer la BD en faisant un procès à l'éditeur de Tintin, c'était un mauvais départ. Ouais, c'est sûr. Donc j'étais persuadé que ce serait la fin de ma carrière, entre guillemets. Et puis finalement, non, j'ai rencontré d'autres personnes, et ça s'est jamais reproduit. Mais c'était bon, il y a eu un moment très précis lié à une configuration, bref, des personnes qui sont plus là maintenant, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais c'est vrai que ça a été comme quoi, donc je réfléchis en direct, je peux pas dire que ça a non plus été tout le temps un long fleuve tranquille, il y a quand même eu quelques accrochages, mais globalement ça va. Ça m'amène à une autre question sur l'inconnu de ce métier, l'inconnu de la création. On n'est jamais, j'imagine, on n'est jamais sûr qu'on va continuer à avoir autant d'idées pour faire des tas de choses, d'une part, et on n'est jamais sûr non plus de gagner sa vie avec, parce que même des comédiens très très connus qu'on entend parfois à la radio disent quand mon téléphone sonne pas, j'ai peur. Non, mais il n'y a pas la sécurité de l'emploi, c'est tout. Hein. C'est ça, de manière simple. Ouais. C'est très simple, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Mais même quand on parle des musiciens qui font ceux qui ont le statut d'intermittent du spectacle, par exemple, c'est tous les ans qu'il faut renouveler son statut. Ouais, c'est infernal. Ouais. Donc, et les auteurs, il n'y a même pas d'intermittence d'auteur. Donc là, c'est le contrat tombe ou il ne tombe pas. Il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a rien. Donc ça nécessite de pouvoir vivre sans se faire en acceptant cette incertitude, quoi. C'est ça fait partie, ça fait partie des qualités propres à un artiste qui veut pas trop souffrir. Hein. Il faut être capable de gérer aussi ce qui est très difficile, de gérer la peur de ne pas avoir le contrat, ou de ne pas renouveler son statut, ou je ne sais quoi. Enfin, bon, oui. Et c'est pour ça que peut-être le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vrai que c'est des fois une force, quoi. Oui, c'est pas une stratégie, mais c'est une force. C'est un résultat qui donne un peu plus de liberté, un peu plus de... Il y a un équilibre qui est réparti sur trois choses. Ça, c'est important de se trouver son équilibre, en fait, je pense. Mais quand quelqu'un qui, par exemple, fait que de la bande dessinée, il peut avoir peut-être plusieurs éditeurs. Comme ça, s'il y a un problème avec il y en a d'autres derrière qui peuvent peut-être le tirer de la situation. Enfin, faut pas confier les rênes de son destin à une seule personne en face, si elle n'est pas fiable, par exemple, notamment. Ouais, ça on pourrait même le dire pour d'autres boulots, c'est important. Je pense que c'est assez général, en fait.
Mais c'est le même principe finalement chez les, je sais pas, chez les artisans. Enfin, Oui. y a- Ou même les ouvriers, c'est le grand drame. Il y a un employeur de 1000 personnes qui part, une ville sombre. absolument, oui. Parce que tout le monde en dépend, ouais, c'est abominable. C'est abominable. Donc voilà, ça c'est le côté la sécurité au travail, comme on dit. Voilà. Ouais. Et l'inconnu de la création, alors, parce qu'on ne peut pas dire qu'on l'a pas. Enfin, peut-être vous pouvez le dire, mais vous commencez un roman, vous voyez la fin, vous êtes sûr, vous vous sentez bien, ou il y a des fois vous dites non, qui vous fait que par exemple, vous arrêtez, vous revenez 3 mois plus tard. Non, j'ai douté de tout le temps en écrivant mon roman. Ah ouais. Surtout au début, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a tout le temps une petite voix qui émet des réserves. Ah ouais. Alors quelle est l'autre voix qui dit que ça va, qu'il faut continuer? Une voix qui dit à la petite voix de se taire. Et qui dit je vais faire quand même. Enfin, c'est comme dans le Capitaine Haddock avec l'ange sur une épaule et le diable sur l'autre, quoi. D'accord. Donc il faut. En fait, le doute fait partie de l'équation, mais à partir du moment où il l'emporte, il n'y a plus d'espoir de toute façon. Donc quelque part, on n'a pas le choix. Il faut lui clouer le bec, il faut avancer. Mais en même temps, il a quand même son avis à donner, parce que si des fois on peut se lancer dans des entreprises déraisonnables ou quelque chose où on n'est pas. Faut quand même écouter un petit peu les différents avis des petites voix diverses et variées, mais il faut savoir où on veut aller. Puis après, il faut savoir si on a vraiment envie d'y aller, surtout. Ouais. Moi, quand j'ai vraiment envie d'écrire ce roman, puis plus ça va, plus je prends de la force. Puis il y a un moment très agréable où on se dit, de toute façon, c'est trop tard pour revenir en arrière. C'est très agréable. C'est comment, je sais plus quel capitaine qui a brûlé ses vaisseaux pour pas revenir du Mexique, ouais. C'est ça. Il y a un moment, un point de non-retour. Et moi, j'aime bien ce moment-là parce que oui. Ça y est, on y est, quoi. De toute façon, il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc, oui, c'est un décollage d'une certaine manière. Ça donne de la force, en fait, sur la fin. C'est comme une sorte de sprint final. Et ça vous amène à penser autrement, même peut-être. Ouais. Dire tout d'un coup, être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable avant de ne pas avoir décollé. Oui, absolument. Ouais. Au début, c'est toujours un peu laborieux, mais petit à petit, on monte en énergie. Et puis, à un moment, on a des gros creux, puis ça repart, etc. Puis à un moment, on est dans le point de non-retour. Et là, c'est chouette. Il y a un navigateur moitessier qui a écrit des livres aussi, qui parle de ça aussi. Là. À un moment, il dit « je décolle ». Ouais. Au sens, il a les moyens de continuer, et au sens aussi où, de toute façon, il n'y a plus d'autre direction à prendre. Ouais, c'est parti, quoi. C'est presque mystique. Ouais. C'est vrai. Mystique mi-raisin. Mystique, c'est ça. Merci. Peut-être les raisons sont évidentes, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pourquoi, si on va parler à un jeune homme, à votre fils, enfin, je ne sais pas si vous avez un enfant d'ailleurs, mais moi j'ai un enfant, il a 14 ans, moi-même une petite athée de théâtre, etc. Bon, et lui, des fois, il serait tenté par des choses comme ça, mais que lui dire, parce qu'on a peur, c'est notre fils, vous comprenez que lui dire et quelles précautions on pourrait donner à quelqu'un qui est capable d'écrire, qui est capable de dessiner, qui est capable de faire beaucoup de choses, mais ça ne dit rien, absolument rien sur si ça va marcher ou pas. Ouais, il faut qu'il le fasse, quoi. Ah, voilà. C'est très simple. Mais après, il faut qu'il le fasse, et en même temps, c'est toujours intéressant de surveiller. Moi, ce serait mon point de vue, mais parce que je suis passé par là où je suis passé, mais c'est intéressant aussi d'être libre, c'est-à-dire de surveiller ses arrières, d'être capable de ne pas être dépendant d'un éditeur ou dépendant d'un groupe dans lequel on fait de la musique, où tout d'un coup on se retrouve pieds et mains liés. Moi, je connais des gens qui ont souffert pendant des années d'être obligés d'aller jouer dans un groupe dont ils étaient prisonniers, par exemple. Ah, c'est vrai. Bah oui. Donc en fait, c'est les Stones, peut-être. Non, mais il y a en fait, une des pires malédictions d'ailleurs au passage étant le succès, parce que quand vous avez un gros succès avec quelque chose, après vous devez, si vous voulez continuer à maintenir votre train de vie et à reproduire le succès, vous êtes tenté de refaire toujours le même. C'est ça, mais oui, c'est humain, ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas idéaliser le truc. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'un artiste, ça peut créer dans n'importe quelle condition, même si c'est pas un métier. Quelqu'un qui a quelque chose à dire, il le dira s'il veut aller jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est la priorité. Après, s'il veut en faire un métier, ça peut lui donner beaucoup plus de force et beaucoup plus de disponibilité, de temps pour le faire. Mais c'est pas forcément pour gagner de l'argent ou pour atteindre la gloire c'est pas des bons moteurs. C'est clair, c'est pas un bon moteur. Non. Mais pourtant, c'est le moteur de beaucoup de gens dans le théâtre, j'en ai vu. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers les carrières artistiques en espérant faire fortune, mais c'est une mauvaise idée, je pense. D'accord, faut le dire. Je pense que c'est une mauvaise idée, et je pense que même qui viennent pour chercher la gloire, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que ça peut dégénérer énormément de frustration. Ça peut arriver, ceci dit.
Je suis pas persuadé que ce soit ce soit forcément la bonne stratégie. Oui, moi je vous crois volontiers. Et pour la pratique, s'il veut amener au bout le projet, le jeune homme, là, tout à l'heure, vous avez parlé de discipline ou autodiscipline, mais enfin, moi-même, à un niveau assez élevé quand même. C'est-à-dire, j'ai 2 heures, pendant 2 heures, je me mets à ma table et à la minute 1, je commence à travailler. C'est travailler, quoi. C'est aussi Ouais, c'est travailler. Travailler, parce que le travail, ça finit toujours par aboutir à quelque chose si on travaille. Je veux dire, c'est pas pour faire l'apologie du travail ou me faire le chantre d'une valeur Donc, là, c'est défendue par des tas de gens horribles, mais simplement, c'est quand on fait quelque chose, c'est comme si on veut construire une clôture ou comme si on veut monter un mur. À un moment, faut le monter. Alors évidemment, peut-être qu'on va pas le monter aussi vite qu'on voudrait, peut-être qu'on va se planter, mais au moins, bon, on l'aura fait à la fin. Et avoir aussi peut-être l'envie d'aboutir quelque chose et d'arriver à un résultat fini. Et pour ça, il faut être capable de se dire, bon, voilà, c'est ça que j'ai fait. J'aurais bien aimé que ce soit mieux, mais enfin bon, au moins c'est fait. Voilà. Ouais, ce qui est fait n'est plus, on peut plus l'enlever. Ouais. C'est fait, et puis après on a envie d'en faire un autre. Et ça sert à rien de monter le même mur toute sa vie. C'est sûr, ouais. Faut avancer, quoi. Il y a Jacques Brel qui parlait beaucoup du travail aussi. Hein. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour. Alors, l'émission n'est pas en direct, elle sera diffusée dans une quinzaine de jours. Vous avez des dates là, par hasard, quelque part des dates comme musicien, par exemple Oui, en février, je vais jouer un spectacle qui s'appelle La Clé à la médiathèque de Plouescat. Vous êtes comédien aussi C'est-à-dire que pour pouvoir faire vivre le texte... c'est le texte que vous avez écrit et vous allez le dire vous-même. Voilà, je suis devenu un peu comédien sur le tas. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un lise le texte. C'est le 16 février à l'atelier, la médiathèque de Plouescat. Voilà, par exemple, la prochaine date. Et en matière d'écriture, il y a des choses à venir, des romans, des BD, vous faites plus de BD ouais. Il y a une BD qui sort le 13 mars qui s'appelle Vivre libre ou mourir. D'accord. C'est une histoire c'est avec le même dessinateur que Underground dont vous parliez tout à l'heure là. Ah oui. Et c'est une histoire du punk français de 1980 à 1989. Ah d'accord, oui. Les Berruriers Noirs, OTH. C'est ma génération. Ouais. Moi, 78, j'avais 19 ans. Voilà. Les Sex Pistols et compagnie. Voilà, c'est ça, le punk français, mais pas la première vague. On parle un petit peu, mais pas beaucoup. Oui, les Berruriers, ils arrivent... C'est la deuxième vague, ouais. On parle de tous ces groupes-là, Ludwig von 88, on parle des Vents en Passe aussi, tous ces groupes-là. Et l'intérêt aussi de la BD, c'est que j'ai rencontré 26 survivants de l'époque. Ouais, c'était risqué, c'est vrai. Et qui ont été absolument charmants d'ailleurs. Et on ne sait jamais en fait quand on rencontre les gens. Mais en fait, pour eux, c'est une bonne chose, je pense, que quelqu'un vienne s'intéresser à leur vie. Ouais, ils sont souvent toujours actifs d'ailleurs, hein, c'est ça qui est intéressant. Ah oui Et ils sont plus punk, c'est pas possible. Nos futurs à 40 ans, c'est pas possible. Il y en a. Ah oui. Le guitariste des Berruriers Noirs, Loran, il avait remplacé le No Future par Yes Future. Ah. Il revendiquait ça, donc au moins il est totalement cohérent avec son slogan. Et voilà, il a préfacé la BD d'ailleurs. Voilà. D'accord. Yes Future. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Arnaud, je sais que vous êtes débordé, vous faites beaucoup de choses, donc merci d'avoir pris le temps de venir ici. Avec plaisir. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.